Newton de GMT, donc volume 8 de la série, ma conclusion après les 2 parties de test. Ce volume, c'est pas une réussite, globalement, c'est un des plus faibles que j'ai vu. Bon, les problèmes qu'il y a, c'est malgré un thème très original, une recherche vraiment intéressante d'élargissement de l'éventail des batailles présentées, du type de bataille présentée, ça marche pas tellement d'un point de vue jeu. Sur Oriskany, le premier, là, je pense que c'est le meilleur choix de bataille. Vraiment, la situation est historiquement intéressante. Il y avait quelque chose à faire, l'idée de gérer et l'embuscade et le siège. Et vraiment, là, au niveau du cadrage, c'était très bien vu. Par contre, le système ne s'y prête pas du tout. Avoir voulu rentrer ce type de simulation dans le système, ça marche pas du tout. C'est fait de manière très maladroite. C'est entièrement scripté et ça présente aucun intérêt ludiquement. Donc Oriskany, c'est globalement nul. Je dirais, on va mettre peut-être 2 sur 10. Newton, le gros morceau, dont ma fin de partie est encore sur la table. Newton, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible pour des raisons bien différentes. Principalement, je sais pas si on le voit ici. Je sais pas où on le voit sur la table. C'est à cause du design ici. Ah oui, on le voit ici. On le voit sur la table. Le problème, c'est ça. C'est Indian sortie. C'est ici en rouge. Ça. Donc, au niveau du jeu, la situation... on voit pourquoi Mark Miklos a pris cette bataille, parce que c'est celle où il y a le plus d'unités. Donc, pour représenter le conflit entre... les États-Unis et les Premières Nations, particulièrement les Iroquois, c'était le choix évident. Par contre, historiquement, il n'y a pas vraiment une bataille, c'était plutôt la boucherie. Il a quand même essayé plusieurs choses, c'est pas trop mal. Bon, il a essayé de mettre des conditions de victoire qui rendent le jeu jouable. Les conditions de victoire sont ici. C'est tenir ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, en fait, justement, c'est assez typique, mais les unités sont justement devant. Je vais la reculer. Ici, vous voyez ici, ça, ce sont les points de victoire. Il faut que pour les Américains qui arrivent de ce côté, qu'ils les prennent le plus rapidement possible. Plus ils les prennent tard, moins ils ont de points de victoire. C'est tout à fait artificiel, vu que les Américains, historiquement, ont déjà 2 mois de retard sur cette campagne, donc ils prennent la barricade à 11h du matin ou à 3h de l'après-midi. Historiquement, ça fait absolument aucune différence. Mais bon, bref, d'un point de vue de jeu, c'était ça le but. Là-dessus, Mark Miklos a rajouté du chrome sur les Indiens, les unités, les petites variations ici qu'on voit sur le côté, l'histoire de l'honneur, quelques petites règles qui n'apportent vraiment pas grand-chose en fait dans le fondamental. Ça fait un peu de chrome, c'est un petit peu lourd. Il y a aussi les cartes qui sont vaguement amusantes. Tout ça, c'est du chrome très superflu, ça change pas grand-chose à l'essence même du scénario. Donc les conditions de victoire un peu artificielles, ils rajoutent des petits éléments d'équilibre comme les vaches ici, qui vont permettre éventuellement aux Indiens d'aller chercher des points de victoire. Bon, le problème c'est justement sur l'obtention de la victoire ici. Là d'ailleurs, juste avant d'enregistrer ça, j'ai regardé la vidéo de Marco qui fait des vidéos sur Board Game Geek. Marco, je trouve sympathique, mais ses critiques, ça va pas. Là, particulièrement, il est passé pas mal à côté du jeu. On voit qu'il n'a pas bien l'habitude du système. Parce que je vais dire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Il n'a pas compris l'essence de ce jeu-là, de ce scénario-là, principalement. Ce scénario-là, moi, j'ai l'avantage d'avoir joué pas mal la série, notamment d'avoir joué Guilford. Une fois qu'on a joué Guilford vraiment au bout, on voit ce que Mark Miklos essaie de faire dans beaucoup de scénarios. Et je dirais ça, c'est encore un scénario de type Guilford. Saratoga, c'est un peu la même famille aussi. Ce type de scénario, c'est des scénarios où un des camps n'a pas l'avantage militaire et doit gagner en gagnant du temps. Donc ça va pas être de la bataille de confrontation, ça va être du pinaillage, ça va être d'utilisation des troupes légères, ça va être vraiment freiner les troupes et gagner au point. Vraiment gagner au point. Par exemple, c'est le cas sur Guilford, l'américain est 2 fois plus fort, l'anglais est 2 fois plus fort, mais il peut quasiment pas gagner, parce que l'américain a suffisamment de ressources pour bloquer l'avance avant que les conditions de victoire tombent.
Donc c'est peut-être un peu artificiel, mais au niveau du jeu, au niveau de l'équilibre du jeu, c'est comme ça que c'est fait. Dans beaucoup de jeux demi-close, ça marche comme ça, et ça donne tout le relief à l'utilisation de la carte, des unités particulières, des unités légères, qui ralentissent l'avance, qui peuvent aller plus vite dans les bois. Donc il y a tout le jeu sur le terrain qui se met en relief si on joue vraiment les conditions de victoire. Bon, donc, ceci étant dit, sur Newtown, ça rate. Pourquoi? Parce que c'est un scénario Guilford, entre guillemets, où l'Indien, en fait, militairement ne va pas tenir, et Mark Miklos a artificiellement mis les points sur cette fameuse barrière ici. Donc, du coup, il faut absolument pas rester derrière. Parce que dès que les Américains arrivent devant, vu leur force de frappe, ils vont passer, c'est quasiment sûr. Donc, le seul moyen de gagner pour les Indiens, c'est de passer devant. Ce que j'ai réussi à faire ici, il faut passer devant et protéger la barrière. C'est complètement artificiel, hein, ça n'a aucun sens historique, vu que la barrière était censée protéger Newtown, qui est ici, qui est une condition de victoire définitive, mais les points de victoire sont là. Donc, il faut protéger ces points de victoire, il faut se défendre devant. Devant, il y a ce qu'il faut, il y a des forêts, il y a des petits ruisseaux, donc c'est jouable. Donc, il ne faut surtout pas rester derrière la barrière, mais passer devant. Donc, jusqu'à là, pourquoi pas. En plus, il y a plus ou moins un signe, hein, Black Snake est le seul dans le scénario qui a le droit de passer, de se déplacer en librement, donc ça donne un peu tout de suite le ton pour les Iroquois d'aller chercher, d'aller bloquer un peu comme sur Guilford, d'aller bloquer la progression, d'empêcher les mouvements stratégiques par la présence de Zoc, etc. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Les Indiens vont être particulièrement, d'autant plus que les Indiens sont particulièrement pénibles à faire des attaques concertées à cause de leurs règles de commandement et de tirage d'activation. Ça qui est plutôt sympathique, ça empêche vraiment un développement de bataille en ligne classique. Ça oblige vraiment à faire des petits tas qui se promènent, qui font de l'escarmouche sans grande cohérence. Ça c'est pas mal rendu. Donc c'est pas mal, ça gêne pas trop, ça donne un peu d'incertitude, c'est sympa ça. Mais le problème majeur, c'est donc pour l'Iroquois, ça va être de tenir en avant le plus longtemps possible. Et c'est là où ça va pas du tout, parce que on peut pas le faire. Le jeu nous empêche de le faire ici. Il y a une table, c'est scripté brutalement. Moi là j'ai eu de la chance, je suis sorti au tour 3, parce que j'ai lancé un D02, mais l'Iroquois n'a aucune option stratégique, ne peut pas faire la seule stratégie qu'il ferait gagner tant qu'il n'a pas réussi un jet de dés. Donc c'est ça qui va vraiment pas, parce que s'il n'a pas de chance au dé, il va pouvoir aller protéger sa barrière que tour 5-6, ça va être beaucoup trop tard, l'Américain sera devant et il va se faire écraser. Donc, en termes de jeu, la seule grande décision stratégique est contingente à un jet de dés où on ne peut rien faire, c'est scripté. Donc c'est vraiment raté à ce niveau-là, ce qui est dommage parce que vraiment on ne peut rien y faire. D'un autre côté, là moi je suis sorti assez tôt et je pense, là, en rejoignant la partie, si je refaisais, si l'Iroquois avait le loisir de sortir dès le tour 1, je pense que comme dans Guilford, l'Américain ne pourrait pas gagner. L'Iroquois a suffisamment de petites troupes, peut suffisamment prendre de pertes, peut suffisamment ralentir l'Américain pour qu'il arrive trop tard et gagner quasiment automatiquement en se faisant écraser militairement et en reculant sans arrêt, mais en tenant ses points de victoire sur le compte tour. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'il a rajouté ce mécanisme un peu artificiel, Mark Miklos, pour pas que ça soit non plus une victoire trop facile pour les Iroquois, mais donc du coup comme c'est un paramètre au dé, ça présente pas beaucoup d'intérêt. Donc les grands intérêts de Newtown, ça a été vraiment la découverte, les essais. Je trouve Newtown c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent aux batailles avec les Premières Nations en Amérique du Nord. On voit, c'est un peu deux expériences, Oriskany et Newtown, deux expériences de deux game designers, de refléter les batailles autochtones, pas forcément bien choisi, mais c'est intéressant d'avoir vu ça quand on a un peu un esprit de game designer. En tant que jeu, c'est vraiment pas très bon, pas très intéressant, donc je ne conseille pas de jouer ces parties-là, sauf si vraiment le sujet vous intéresse. Donc voilà, c'était ma critique de Newtown de GMT, que je ne vais pas garder, qui va bientôt repartir sur Board Game Geek.